Je me présente, mon nom c'est François Paquette. Je connais la plupart des gens ici. Là. Je suis président du Parti québécois Deux-Montagnes depuis quelques années. Je voulais souligner, il y a des invités spéciaux. Benoît Roy, qui est président du comité du mémorial Bernard Landry, puis que plusieurs connaissent, il ne veut pas que je le dise, là, mais président du Rassemblement pour un pays souverain aussi. M. Jean-Yves Dutel, qui était secrétaire général et ami et collaborateur de Bernard Landry. Luc Desilets, qui est un ancien directeur d'école. Il est député du Bloc de Rivière-des-Mille-Îles. Isabelle Dion, Isabelle, qui est présidente de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois, mais qui vient aussi de ma région natale. Ça, c'est très important. Un bleuet, on est deux avec du sang bleu. Ah, 4. On se répare partout, nous autres. Frédéric Bastien, ce qui est arrivé? OK, il va être en retard. Daniel Goyer, ex-député et futur conseiller municipal. Et surtout, M. Saint-Pierre Plamondon. Excusez. Là, je vais essayer de m'en tenir à mon texte parce qu'on est assez pressé. C'est avec beaucoup d'émotion, un réel plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait un gros rassemblement depuis 2 ans, en passant. Ça n'a pas été facile. On est à 1 an des prochaines élections. C'est sûr que si on écoute les médias, ça ne sera pas de quoi de facile. Mais moi, je n'ai jamais aimé les affaires trop faciles. Puis, avec ce qui ne nous aide pas, c'est les conférences de presse quotidiennes. Ça donne beaucoup de visibilité au parti au pouvoir. Mais on pourrait penser que nous autres, on va abandonner parce que on voit qu'on n'a pas beaucoup de place dans les médias, on n'est pas là à tous les jours. C'est mal nous connaître. La cause qu'on défend, c'est celle de faire un pays, puis c'est trop important pour qu'on baisse les bras. Ceux qui peuvent, il y en a qui se sont laissés tenter là, par le mirage du nationalisme à la saveur caquiste. On peut se rendre compte que le fédéral, il fait tout le temps la même réponse. Depuis des années, c'est pas nouveau, là, ça fait des années qu'on nous dit non. On a vu tout le mépris qu'il y a pour le Québec dans le reste du Canada, pas juste pendant le débat. Si vous allez lire les commentaires à la suite de ce débat-là sur le site du Globe and Mail, de CTV, de n'importe où, vous allez voir qu'ils sont presque tannés qu'on soit là. Moi, je suis bien prêt à leur faire plaisir. Faire de notre Québec un pays, c'est le seul projet de société qui peut assurer notre avenir et notre survie. On est la seule nation francophone en Amérique, puis c'est pas à l'intérieur du Canada qu'on va poursuivre encore longtemps. Puis soyez assurés que nous, puis je pense que je parle pour tous ceux qui sont encore impliqués à l'exécutif, j'ai oublié de nommer Grégoire, qui nous donne un petit coup de main, Grégoire Denigé. Puis vous pouvez être assurés qu'on va être encore là, puis on va avoir un candidat parce que, malheureusement, à Deux-Montagnes, on a un député fantôme. Okay? Si vous vous promenez puis vous essayez de trouver ses réalisations dans Deux-Montagnes, il n'y en a pas beaucoup. Fait que nous, on va être là pour le questionner, puis on est prêt à prendre sa place. Les citoyens de Deux-Montagnes, ils méritent mieux que ça. L'événement d'aujourd'hui est organisé en collaboration avec le comité mémorial Bernard Landry à Verchères. C'est stimulant de pouvoir unir nos forces pour rendre un hommage à M. Landry en lançant du même coup une campagne nationale
visant à ériger un mémorial à M. Bernard Landry. Alors, sans plus attendre, j'inviterai M. Benoît Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain, à lancer cet événement. Merci, M. Paquet. Alors, juste pour vous rappeler les choses, c'est que je suis président du Rassemblement pour un pays souverain, mais cet après-midi, je porte le chapeau de président du comité du mémorial Bernard Landry à Verchères. Alors, je voudrais premièrement remercier les gens qui sont ici parce qu'une journée comme aujourd'hui, là, c'est pas jojo, hein? C'est assez maussade. Et à la toute dernière minute, on a pris la décision de faire ça à l'intérieur. Alors, merci de votre présence. Je voudrais remercier aussi les participants à cette rencontre. Alors, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, M. Luc Desilets, le député réélu du Bloc québécois. En passant, M. Desilets, félicitations. M. Jean-Yves Dutel, ici présent, qui est secrétaire général au Cercle des Amis de Bernard Landry. Merci de votre présence. Et on a souligné la présence de Mme Dion. Merci, Mme Dion, d'être présente, mais ça a passé inaperçu. Je pense qu'il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Bastien aussi, qui est là actuellement. Ah, il vient d'arriver? Ah, OK, parfait. Il était là. Ah, OK, parfait. Alors, merci de votre présence. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les bénévoles qui sont occupés de l'organisation de ça, et aussi M. Martin Lamontagne et M. Pierre Nicolas pour l'aspect image. Ces images-là vont servir ultérieurement. Actuellement, je demande un embargo sur les réseaux sociaux et tout ça parce qu'il va se passer quelque chose dans pas long qui va être public, qui va être rendu public. Donc, les images qui sont prises actuellement, il y a comme un embargo. Alors, je vous remercie de votre collaboration. Je voudrais aussi, avant de commencer à parler du projet du mémorial, souligner un triste événement. On a appris le décès d'un Eustachois de grande valeur, M. Ernest Labelle, qui est décédé il y a quelques jours seulement. M. Labelle était un grand patriote, un homme qui croyait à la cause de l'indépendance. Et je pense que toutes nos pensées doivent accompagner les proches et la famille de M. Labelle. Voilà. Alors, comme le disait si bien François Paquet, cet après-midi, on se rencontre pour rendre hommage à Bernard Landry, mais aussi pour parler d'un projet, un projet de réalisation d'un buste en bronze à l'effigie de l'ancien premier ministre. Cette association-là s'appelle, comme c'est marqué sur la petite pancarte, Comité du mémorial Bernard Landry à Verchères. Ce comité-là a vu le jour l'année passée, en automne 2020. Et on a commencé à travailler, mais on a rapidement mis les freins et on a mis ça sur pause en raison de la pandémie. La pandémie a fait mal à beaucoup de secteurs, comme vous le savez, secteur artistique, le monde du commerce et aussi des organisations comme la nôtre. Alors, en juin dernier, on a repris le collier et on est vraiment là, on est parti. On attendait qu'il y ait une fenêtre d'opportunité pour justement parler de dévoilement, parce qu'une souscription publique, là, ça a un début et ça a une fin. Alors, comment demander de l'argent à des gens quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel? Alors, il fallait attendre la fenêtre d'opportunité et elle s'est présentée. Elle s'est présentée ce printemps où il y a comme un genre de déconfinement, on va appeler ça comme ça, et les mesures sanitaires, disons, sont un peu plus souples, on va dire ça comme ça. Dans ce comité du mémorial Bernard Landry, il y a des gens aguerris, des gens qui ont de l'expérience dans la souscription publique. Et on a réalisé par le passé d'autres mémoriaux, comme par exemple la statue de Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu, juste à côté de l'hôtel de ville. Il y a le buste de Ludger Duvernay à Verchères. Ça, c'est récent, c'est en 2019. Il y a les deux bustes de Louis Riel et Marianne Gaboury à Masquinongé. Ça, c'est un petit peu plus vieux. Et évidemment, à Saint-Eustache, le buste du docteur Jean-Olivier Chénier, le patriote de Saint-Eustache. C'est la réalisation de nos gens dans nos différents comités. Mais le comité du mémorial Bernard Landry a élargi ses rangs. On a demandé, par exemple, à Mme Pascale Landry, la fille de M. Landry, de participer, et elle siège au conseil. Et nous avons aussi Mme Chantal Renaud, qui est la conjointe de M. Landry, qui participe à ce mémorial. Pourquoi un mémorial Bernard Landry? Peut-être que les gens se demandent, des statues, il y en a partout. C'est que
partout, dans toutes les sociétés humaines, depuis la nuit des temps, et Mme Richer pourrait nous le confirmer, puisque c'est une historienne, une enseignante en histoire, depuis la nuit des temps, toutes les sociétés humaines réalisent des monuments, des bustes, des statues, des bronzes. Des fois, c'est en marbre, des fois, c'est en pierre, des fois, c'est en bois. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Et ça, c'est dans toutes les sociétés. Qu'on parle des sociétés asiatiques, de l'Europe, américaine. S'il y a un endroit dans le monde où il y a des statues et des monuments, mais il faut avoir voyagé un peu, là. C'est aux États-Unis. Il n'y a pas une ville, un village où il n'y a pas un monument à la mémoire d'un patriote, de quelqu'un qui s'est distingué pour sa patrie, pour sa nation et pour son peuple. Dans ce cas-ci, ça s'imposait. M. Bernard Landry le mérite. C'est encore un grand patriote et il occupe une place importante dans nos cœurs et dans notre esprit. M. Landry, puis je laisserai les autres personnes parler de M. Landry, ils sont là pour ça aussi. Je ne veux pas trop en parler, mais tout le monde sait que M. Landry, toutes ses décisions politiques et économiques avaient pour seul but l'émancipation du peuple québécois et dans le plus grand intérêt, l'intérêt supérieur des Québécoises et des Québécois. Alors, c'était pour nous tout à fait normal que de penser réaliser un buste en bronze. Ce buste en bronze a un objectif, la réalisation de ce buste a un objectif financier de 35 000 $. Actuellement, nous en sommes à peu près un petit peu plus de 26 000 $. Donc, il y a un petit coup de pouce à donner. Si la tendance se maintient, nous envisageons la possibilité peut-être de dévoiler le buste au printemps prochain, en 2022. Mais on vous tiendra au courant de ça. Contribuer au Mémorial Bernard Landry, c'est une façon d'exprimer votre reconnaissance, votre gratitude, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la nation québécoise. Et c'est aussi vous inscrire dans l'histoire du Québec. Vous participez en contribuant. Et nous inscrirons votre nom, si vous contribuez, dans le grand registre qui sera imprimé pour l'occasion pour la réalisation du buste de Bernard Landry. En terminant, je vous dirais, vive les patriotes de 1837-1838 et vive Bernard Landry. Merci. Alors, parmi nos invités, je l'ai mentionné tantôt, nous avons la chance et l'honneur de pouvoir compter sur la présence de M. Jean-Yves Dutel, secrétaire général du Cercle des Amis de Bernard Landry. M. Dutel, ami et collaborateur de M. Landry depuis 1979. M. Landry le nomma secrétaire général adjoint du Conseil exécutif du gouvernement du Québec en 2001. M. Dutel. Merci. Monsieur le député, Monsieur le président, chef, doit-on dire, je pense, Benoît, cher ami. Je vous remercie de m'avoir invité. Quand on parle de Bernard Landry, d'abord, je dis toujours présent, évidemment, mais j'ai toujours beaucoup d'émotions. Alors, vous savez qu'il m'avait confié cette énorme mission d'écrire sa biographie. Il savait que la fin approchait, et je le savais aussi. Dans une sorte de discussion ininterrompue, pendant 7 mois, chez lui à Verchères, j'étais, comme on dit, un auteur en résidence. Notre longue collaboration, 40 années. Notre solide amitié, 40 années. Nos expériences communes de la vie politique québécoise, 40 années. M'ont permis de répondre évidemment présent à son invitation. Et aujourd'hui, dans ce paysage politique éclaté dans lequel nous vivons, il me revient sans cesse l'échange dont je fais état dans le livre, auquel j'ai assisté à Verchères 2 jours après l'élection du nouveau premier ministre,
François Legault, entre l'ancien premier ministre et le nouveau. Je n'entendais pas évidemment ce que disait M. Legault, mais j'entendais ce que disait M. Landry. Et je le résume. Il lui dit, « François, le temps, et il arrivera bien vite, viendra où tu devras décider si tu fais de toi un René Lévesque ou un Philippe Couillard. Et ce temps, nous n'arrêtons pas de nous en approcher. Mon parti, celui qui était au cœur du militantisme de Bernard Landry, a depuis 2005, nous le savons tous, traversé des crises quasi létales. J'ai espoir en ce jeune chef courageux qui a pris le relais, parce qu'il en faut du courage et il en faut de la conviction. Merci. Je peux être relativement content que le nationalisme serve de carte de visite à plusieurs en dehors du PQ. Je peux même partager l'idée que Maurice Duplessis a fait barrage au fédéralisme triomphant. Mais il subsiste toujours un énorme mais qui était dans nos échanges entre Bernard et moi et qui, à partir de ses propres réflexions, je traverse encore beaucoup de ces documents, pourrait faire l'objet d'une autre publication préélectorale. Ce mais, je pourrais le résumer en quelques mots. Faire barrage devant ce fédéralisme annihilant ne suffit pas. Notre peuple mérite mieux et mérite plus. Et même si dans l'ère du temps, le confort et l'indifférence semblent les leitmotifs de notre vie québécoise, les passeurs que nous sommes, que vous êtes, deviennent des résistants. Les Québécois ont traversé bien des déserts dans leur histoire. La flamme du patriotisme a souvent semblé éteinte. L'adversaire arrogant a souvent pensé avoir terrassé nos espérances. Et alors? L'histoire est un grand balancier. Et les passeurs que vous êtes, que nous sommes, avons le devoir de poursuivre la lutte de la conviction, la bataille continuelle de la dignité. Des faux prophètes, il y en aura toujours. Les Cassandres n'arrêteront pas de clamer le malheur qui devrait guetter les combattants de la liberté. Au Cercle des Amis de Bernard Landry, nous nous sommes donné un devoir de mémoire, car cet homme nous a légué un immense héritage qui, au-delà de l'œuvre économique, sociale et culturelle, s'inscrit dans un projet global. Ça nous appartient. Il faut le faire vivre, pas revivre, vivre. Ce n'est pas quand la mer est calme, disait Bernard, que l'on reconnaît un grand capitaine. C'est lorsqu'elle est déchaînée. Avec lui, nous croyons toujours que l'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, mais elle est en avant. Merci beaucoup. Il y a une quinzaine d'années, j'ai connu notre prochain invité. Il est impliqué au conseil d'établissement de la Polyvalente de Montagne. On a eu quelques débats d'idées intéressants. Moi, j'étais du côté des parents, lui de la direction. Mais j'avais apprécié ses qualités d'humanisme et d'ouverture d'esprit envers les opinions de tout le monde autour de la table. Et depuis 2019, j'ai côtoyé Luc dans un tout autre contexte, soit en tant que militant, directeur de campagne, bénévole, poseur de pancartes, durant 2 campagnes électorales. Il vient d'être élu député de Rivière-des-Mille-Îles en augmentant sa majorité. Okay? C'est quand même un exploit. Malgré ce qu'une candidate libérale a dit, là, l'écart s'est creusé, mais de notre côté. Alors, accueillons Luc Desilets. T'es donc bien fin. Je te connaissais pas comme ça.
C'est vrai qu'on a eu des débats d'idées. C'est vrai qu'on n'était pas tout le temps du même côté de la clôture. Mais lui aussi, il est relativement parlable. Ouais. Monsieur, merci d'être la mémoire à quelque part de Bernard. Merci beaucoup. Moi, ça va être un petit mot, j'allais dire plus simple. C'est pas qu'il était compliqué, mais c'était passionnant ce que vous avez raconté, vraiment. Mais vous parlez un petit peu de ce que j'ai connu du monsieur. C'est un grand politicien, évidemment. C'est un grand économiste. C'est un homme d'État exceptionnel. C'est toute une bébite, Bernard Landry. Puis moi, j'ai eu le bonheur, par l'entremise de mon père, de le connaître assez jeune, ses premières campagnes électorales, lors de ses premières campagnes électorales. Mon père était photographe. Mon père faisait du bénévolat d'une certaine façon en photographiant les candidats, les députés, les ministres du Parti québécois. Il a fait ça pour l'aérienne, il a fait ça pour le MSA, il a fait ça, pas pour une campagne pour le MSA, mais pour le Parti québécois principalement. Fait que dans ce contexte-là, j'ai vu passer peut-être 70, 80 candidats, députés, ministres à la maison. Mais il y en a un qui se démarquait, et c'est Bernard Landry. Là, vous allez dire, ben oui, c'est ça. On parle de Bernard Landry, ça fait qu'on va le mettre en... Exemple. Bernard Landry, lui, quand il venait photographier, ça prenait pas une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça prenait une demi-heure, trois quarts d'heure pour le photographier. Mais il y avait une autre demi-heure qui précédait, puis il y a une autre demi-heure qui suivait, OK, à jaser. Bernard Landry, l'humain, là, moi, c'est ce que je me souviens, c'est ce que je vais me souvenir le restant de mes jours. Quand Bernard Landry quittait, il y avait une prise de bec entre ma mère et mon père, parce que c'était son préféré à ma mère. Bernard Landry. Mon père n'était pas jaloux, mais il avait tout le temps l'impression que il y avait quelque chose de particulier, Bernard. Pourtant, il n'était pas si beau que ça, là, mais bref, ma mère avait le kick sur Bernard Landry. Et j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises jeune, vingtaine, autour de la vingtaine à peu près, ses premières campagnes. Mais j'ai eu à le solliciter par après. Puis je vais vous parler de deux situations où je l'ai rencontré. Quand je vous dis l'humain, là, moi, c'est ça qui... C'est sûr, on a toute l'image de cet homme d'État-là extraordinaire. Mais l'humain, moi, c'est ce que je retiens plus du personnage. La première fois, j'ai fait un livre sur l'œuvre de mon père. Et mon père, pour mon père, Bernard Landry, c'était son premier ministre. C'était son premier ministre. Et j'ai appelé Bernard. Je n'ai pas appelé Bernard. J'ai pris contact avec la secrétaire de Bernard Landry. Je n'ai pas le droit de dire Bernard. Et voilà. Et je lui ai demandé s'il y avait possibilité de voir M. Landry. Ça n'a pas pris 48 heures que j'avais un retour. Oui. Et j'ai rencontré Bernard Landry. Ce que je voulais faire, c'est un petit témoignage visuel pour mon père à la sortie du livre. Bernard a été d'une générosité. Je m'attendais un petit 5 minutes dans son bureau, mais peut-être comme à la maison, je suis resté là pendant 3 quarts d'heure. Bernard avait pris le temps de relire un paquet d'affaires sur mon père, son œuvre, les prix, tout ça. Alors, je suis arrivé là, il était hyper préparé. On n'a pas eu à reprendre, on a filmé un 10 minutes, puis c'était fait. Un homme d'une générosité, puis il l'a été jusqu'à la toute fin. Un homme qui voulait tellement être là, tellement être aidant. Il croyait tellement dans la cause que j'ai l'impression qu'il n'était pas capable de dire non. Tous ceux que j'ai pu rencontrer qui me parlent de Bernard, qui ont eu à lui faire une demande, ça a toujours été oui. Ça a été la première fois. Mais la deuxième fois, checkez bien ça. La deuxième fois, je fais un livre sur l'Expo 67 et je décide, pour ce livre-là, de faire des petites entrevues. Alors, je rencontre une série de personnalités, puis j'intègre ça à l'intérieur du livre. Je souhaitais intégrer ça, c'est ce que j'ai fait. Même chose, je m'appelle la secrétaire de M. Landry, pas de problème. Alors, je lui parle et je lui explique le projet. J'ai besoin de lui pour 20 minutes d'entrevue. Et là, il me dit, pourquoi faire ça par téléphone? Bon Dieu, je suis touché, je suis ému. Alors, il dit, viens-t'en à Verchères, on prendra le temps qu'il faut. Pas longtemps après, je me retrouve à Verchères. Puis ça, c'est des images que j'aurai le restant de mes jours. Là, on parle d'il y a 4 ans à peu près. M. Landry est en short. Il m'amène sur sa terrasse, sur le... Pardon? C'est ça. Sur sa terrasse, sur le bord du fleuve,
Un endroit magnifique, vraiment magnifique. Et on s'assoit. Motorise enregistrer la conversation. Et évidemment, ça n'a pas duré une demi-heure. Ça, c'est là 1h30. T'offres à boire. On vient de présenter des petits amuse-gueules. Je suis rien, moi, là, dans sa vie. Là. Il n'y a pas besoin de m'accorder tout ce temps-là. Puis on se rappelle que c'est quelques années avant sa mort. Là. Il commençait déjà à affaiblir un peu, M. Landry. Encore une fois, un homme qui a été d'une générosité incommensurable. Et c'est le souvenir, moi, que j'aurai toujours de cet homme-là. C'est des pensées du genre, quand il nous a quittés, que j'ai eues, plus que le grand politicien. Mais ça aussi, on pourra en parler longtemps, mais moi, je suis resté accroché à ça. En quittant, je vais juste vous lire quelques citations, puis vous m'en avez piqué une. La première. Juste qu'on réfléchisse un peu là-dessus. L'indépendance en soi n'est ni à gauche, ni à droite. Comme vous l'aviez si bien cité tantôt, elle est en avant. Elle est en avant. Tout le reste de ma vie politique sera marqué par le désir d'accéder à ce rêve. Et ça a tellement été ça. Et comparé avec les autres premiers ministres qu'on ne peut avoir avant et après, Bernard est un exemple. Bernard Landry est un exemple à ce niveau-là. On ne devient pas québécois uniquement par la langue, on devient québécois de plus en plus et aussi par la culture. Un aspect qui marque, je trouve, aussi beaucoup la vie et la carrière de M. Landry. Et un autre, les immigrants doivent savoir qui est René Lévesque, Maurice Duplessis. Ils doivent reconnaître les chansons de Gilles Vigneault et de Félix Leclerc. Simpliste, vous allez dire, mais tout est là-dedans. Et c'est assez. Là-dessus, merci beaucoup. Et M. Roy, pour qui j'ai une estime incommensurable, et tout, j'aime entendre parler de cet homme. Non, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit lors d'une des premières rencontres qu'on a eues ensemble. Il s'exprime avec brio, intelligence. Alors, M. Roy, nous serons présents, évidemment, pour contribuer. Merci beaucoup. Le clou s'en vient. C'est avec une grande fierté, beaucoup d'émotion, que je vous présente notre prochain invité. La seule lecture de son parcours académique devrait en convaincre plusieurs que c'est une personnalité exceptionnelle. Et je vais vous en citer quelques extraits. D'abord, il est titulaire d'un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill. Il y en a plusieurs qui ont ça. D'une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Oxford, c'est un peu plus rare. D'un certificat en droit international à l'Université de Lund en Suède. Puis son implication politique, c'est aussi impressionnant. Il a été procureur en Bolivie pour poursuivre un dirigeant corrompu. Il a travaillé pour l'OTAN. Il a été fondateur du groupe de réflexion Génération d'idées, auteur de l'essai des jeunes et l'avenir du Québec, les rêveries d'un promeneur solitaire. Pour ceux qui vont se rappeler ce titre-là, Les orphelins politiques, plaidoyer pour un renouveau du paysage politique québécois. Il a été chroniqueur à Bazo TV, au Journal Les Affaires. Il a défendu les étudiants lors de la grève de 2012. Mes deux filles étaient impliquées là-dedans. Moi aussi. Il pilote les consultations de la démarche menant au rapport « Oser repenser le PQ ». J'étais président du Parti québécois à l'époque. Vous nous aviez fait une présentation assez impressionnante, une tournée de toutes les régions du Québec à la rencontre des jeunes, des moins jeunes. C'était vraiment un rapport qu'il faut relire. Il s'est présenté dans Prévost en 2018 contre une sommité de la CAQ qu'on n'entend plus parler, Marguerite Blais. Il devient chef du Parti québécois il y a tout juste un an, en pleine pandémie. Et malgré toute la
la visibilité que cette pandémie donne à la CAQ. Ses interventions attirent de plus en plus l'attention. Accueillons chaleureusement M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup tout le monde. Bien, à mon tour de vous saluer tous, M. Paquette. Merci de l'invitation. Merci à tous les membres là, du comité qui s'impliquent pour ce mémorial à Bernard Landry, M. Roy particulièrement. Évidemment, mes salutations à Luc, félicitations. À Frédéric, content de te voir là. L'allocution de M. Dutel m'a particulièrement interpellé. Elle est remplie de lucidité, de clairvoyance, donc je vais y revenir. Ce n'est pas dans mon texte, mais ça parlait beaucoup. Puis avec les citations sur Bernard Landry, je vais me permettre de sortir un peu du cadre. Mais en commençant, une anecdote sur Bernard Landry que mon épouse me rappelait ce matin avant de partir. Mon épouse et moi, on était impliqués dans le comité des Amis du Devoir à la demande de Bernard Descoteaux il y a à peu près une dizaine d'années. Et ma femme, donc, qui était dans la fin vingtaine, était bénévole à la table où est-ce qu'on accueillait les invités et les dignitaires. Et à côté d'elle se trouvait un jeune de 22-23 ans. Et arrive Bernard Landry. De toute évidence, il ne sait pas c'est qui. Donc, il dit « Bonjour, monsieur, quel est votre nom? »« Joseph Staline. » Apparemment, en tout cas, ma femme était là. Apparemment que c'était hilarant et que le jeune ne savait plus quoi faire. Puis il y a quelqu'un qui était intervenu en disant « Bonjour, monsieur le premier ministre, etc. » Je vous conte cette anecdote-là parce que notre mémoire est fondamentale lorsqu'on tente de planifier notre avenir. Un mémorial, un bronze, ce n'est pas un objet. C'est un conducteur de mémoire. Si la prochaine génération ne sait pas c'est qui Bernard Landry, l'avenir est difficile à bâtir. Donc, quand on se rassemble aujourd'hui pour parfaire une initiative qui va réussir et qui va donner à plusieurs générations de Québécois une conscience de l'ampleur des efforts qui sont faits, au moins depuis les Patriotes, pour nous donner liberté, justice, démocratie, bref, comme le disait l'évêque, une normalité. À chaque fois qu'on pose ce geste-là, on permet à la conscience, au flambeau de continuer. Donc, ce n'est pas anodin, et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument en parler, particulièrement si on se trouve à Saint-Eustache. M. Dutel, vous parliez de courage et de tempête. Je vais me permettre, parce que M. Paquette en a parlé également, je vais me permettre de sortir du discours, de parler de sondage et de revenir à la notion de courage lorsqu'on se trouve à Saint-Eustache. Ce matin, il y a un autre sondage qui parle de la domination complète de la CAQ et d'à peu près tous les autres partis qui sont au fond du classement. Chez les francophones, les libéraux obtiennent des chiffres minuscules. En fait, le deuxième parti chez les francophones, c'est le Parti québécois, même si nos chiffres sont très faibles également. On se retrouve à égalité avec Québec solidaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en pandémie, les Québécois se concentrent sur les messages du gouvernement qui se portent sur la pandémie, surtout qu'il y a un point de presse par jour ou presque, où le premier ministre s'adresse directement aux Québécois et donc contrôle le narratif. Même quand il y a des ratés, c'est pas ça qu'on retient. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire politique récente du Québec se souviendront de Lucien Bouchard durant le verglas. Il était à des niveaux de popularité stratosphériques. Pour autant, malheureusement pour nous, on a gagné l'élection qui a suivi, mais on avait eu moins de votes que Jean Charest. C'est important donc de mettre en contexte qu'il y a un épisode qui s'appelle la pandémie, qui n'a absolument rien à voir avec la profondeur de ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, c'est-à-dire le flambeau des patriotes pour notre liberté. Des fois, il faut prendre un pas de recul puis voir plus large qu'avoir le nez collé sur l'arbre. Deuxième élément, c'est que la CAQ défend une doctrine qui serait extrêmement confortable si elle était vraie. Si l'autonomisme n'avait jamais été essayé, si le duplessisme n'avait jamais existé, si on n'avait pas par 2 fois organisé un référendum pour se rendre compte que le lendemain matin, c'était plus de mépris et de refus de nos demandes légitimes à Ottawa, peut-être que l'autonomisme caquiste, le fédéralisme caquiste aurait un quelconque sens. L'invitation de la CAQ, en fait, c'est une invitation à ne pas se dire la vérité, à ne pas se regarder dans le miroir,
à jouer à l'autruche. Et en temps de pandémie, je fais le lien entre les deux. Ça peut être utile de ne pas regarder certaines vérités en face parce qu'on en a plein les bottes. Donc, en même temps, il faut être compréhensif et uni avec l'ensemble du peuple québécois qui vit une difficulté. Mais le mensonge a toujours ses limites vis-à-vis de la vérité. Si nous, on est assez fort pour porter les faits, le bien commun, moi, ma prétention, c'est que dans une pièce sombre, la lumière finit toujours par éclairer. Donc, il y a une date limite à la lubie autonomiste caquiste, à ce mensonge qui est celui des gains du Québec dans le Canada. Il n'y en a pas, mais il y a de plus en plus de mépris et un recul évident des Québécois sur le plan linguistique, culturel et économique. Donc, devant ça, je reviens au courage et aux patriotes parce qu'on se trouve à Saint-Eustache. Ça ne me prend pas beaucoup de courage le matin pour me lever et défendre notre cause. Absolument pas. Rappelons les exploits de Chénier ici. Quand tu sais que Colburn s'en vient, puis que tu es juste 60 dans une église, ça, c'est du courage. De juste réitérer qu'on va devenir un pays, parce que c'est le seul environnement dans le cadre duquel on aura une langue durable, puis qu'on aura nos intérêts économiques qui sont servis de manière normale. Ce n'est pas faire preuve de courage, c'est juste faire preuve d'intelligence et de constance. Donc, il n'y a aucune raison de plier un genou, aucune raison de faire des compromis, et ça devrait être naturel pour tous les Québécois, surtout devant le mépris dont on a été témoin durant la campagne fédérale, tout naturel que de juste prendre le flambeau qui nous est tendu par Bernard Landry et par tant d'autres avant et dire « J'espère que je continue. Ça me fait plaisir. C'est un honneur de continuer. » Puis moi, je suis le 10e chef du Parti québécois, puis peu importe les sondages, je suis honoré de pouvoir continuer ça. Parce que j'ai confiance que ça va pas toujours, on ne pourra pas toujours finir par ne pas faire atterrir ce projet-là. Il arrivera à ses fins. Donc, je mets fin à cette parenthèse-là parce que des tempêtes, il y en a eu des bien pires dans l'histoire du péquisme, des bien pires dans l'histoire d'un peuple dominé par le colonialisme britannique, méprisé, et on a toujours réussi à avancer, même dans l'histoire des référendums qu'on considère malheureusement à mes yeux comme des échecs. On a réussi à organiser un premier référendum sans qu'il y ait de violence par rapport à d'autres endroits dans le monde où est-ce que c'est presque impossible à faire. On a obtenu 40 %. La fois suivante, on a obtenu plus que 50 % n'eût été de toutes sortes de manœuvres, mais on a quand même fait un bond d'au moins 10 %. Et cette cause-là continue. Elle était une cause désespérée lorsque Chénier était dans une église à Saint-Eustache. Et elle est aujourd'hui une cause qui n'est pas loin d'arriver parce que les faits, parce que la vérité est accablante, elle est claire, elle est limpide. Donc oui, on est en pandémie, oui, ça a un impact, mais ça n'a aucun impact sur nos convictions et le rôle qu'on joue dans une longue lignée de patriotes comme Bernard Landry. Et c'est ce thème-là que je veux aborder avec vous quant à mon hommage à Bernard Landry, la notion de patriote. En politique, on a du pouvoir, donc on laisse toujours un legs. Il y aura toujours un programme, une bâtisse, un immeuble qu'on aura fait si on a le privilège un jour d'être premier ministre. Bernard Landry, son héritage dépasse nettement ses accomplissements politiques comme premier ministre. C'est un patriote. Et c'est important de parler de cette mentalité qui est étonnante tellement elle est déterminée. La mentalité d'un militant avant d'être un politicien. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je m'inspire le mieux que je peux de cette mentalité-là. Mais ce qu'il y a de frappant dans la philosophie politique de Bernard Landry, c'est que c'est le patriote de Verchères. Un gars qui a consacré sa vie et tout son temps à saisir toutes les opportunités pour parler de notre destin national, peu importe les circonstances, beau temps, mauvais temps. Et c'est comme une forme d'ambition qu'il faut célébrer. Il faut être ambitieux pour servir la cause nationale. Il était ambitieux, Bernard Landry, et c'était une bonne chose. Parce qu'il n'y avait pas un forum, un débat, un endroit, un raccoin du Québec où il reculait. Il était toujours en train de parler du projet qui l'animait, beau temps, mauvais temps.
Et cette mentalité de militant, c'était même à un niveau, puis je ne l'ai pas connu autant que vous, mais c'est un militantisme où, à la limite, on pouvait dire qu'il lâchait jamais prise, là. C'était... Mais en même temps, ça prend ça pour être un gagnant. C'est exactement la mentalité, la mentalité dont il faut s'inspirer dans les circonstances actuelles. Apparemment que jusqu'à sa toute fin, puis vous avez passé beaucoup de moments avec lui, bien, il continuait à intervenir, continuait à défendre ce point de vue-là, même si la santé ne suivait pas, même s'il savait que ses derniers souffles s'en venaient, aucun compromis, aucun. Et cette mentalité de militant l'a amené donc à multiplier les efforts, multiplier les forums, même dans des endroits où c'est pas nécessairement gagnant ou c'est pas nécessairement payant. Il donnait. C'était le thème de la générosité qu'on a entendu. Et moi, je pense que c'est là qu'on reconnaît les grands hommes puis que ça dépasse l'héritage politique. C'est qu'il y a une philosophie, il y a une générosité, il y a une grandeur. Puis c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il ait ce mémorial, ce bronze-là. Par contre, je m'en voudrais de ne pas parler de ses réalisations politiques, là. Je vais rapidement parler de quelques aspects, dont Bernard Landry, l'économiste. Jacques Parizeau a amené au Parti québécois une dimension fort importante, c'est celle qu'on est assez intelligent et assez bon comme peuple pour réaliser de grandes choses sur le plan économique. Et Bernard Landry s'inscrit, à mon avis, dans une notion qu'on a perdue et qui est tellement importante, celle de l'État stratège, celle de l'État intelligent qui veille à l'intérêt économique de ces gens. On a été engloutis dans l'ère Charest par des wheeler-dealers, par des projets d'amis qui s'enrichissent sur le dos de l'intérêt public. On en est venu à croire que c'est une norme. On est encore sous la CAQ en train de se défendre contre des projets insensés qui favorisent je ne sais pas qui, puis pour quelle raison, mais sous Bernard Landry, les projets économiques, ils étaient dans l'intérêt du peuple. Ils étaient patriotiques. À nouveau, c'est un patriote, mais sous l'angle économique de dire on n'est pas plus fou que les autres, nous sommes capables de faire atterrir des projets économiques qui vont garantir notre prospérité dans les prochaines années. Et ça, c'est une forme de patriotisme également. Et ça donne des réalisations là, comme les jeux vidéo, la cité du multimédia, des interventions économiques qui ont eu énormément de succès et qui témoignent d'une vision qui est exceptionnelle. Rappelons également que dans son rôle en économie, il ne l'a pas eu facile. On parle de courage, là, mais quand le patronat est contre ce qu'on est avant qu'on y ait un dialogue, quand les élites économiques travaillent à miner ta crédibilité, ça en prend du courage. Mais la démonstration de Bernard Landry, c'est qu'il peut y avoir énormément de tempêtes puis de vent au visage. On peut arriver à démontrer que les Québécois sont capables, malgré ces embûches-là, malgré ce mépris-là. On lui doit également l'ALENA, qui est quand même une étape très importante. L'autre élément que je veux absolument souligner dans son héritage d'accomplissement politique, c'est la paix des braves. C'est on ne peut plus d'actualité. Bernard Landry a réussi à ce qu'un grand chef, le chef du Grand Conseil CRI, Ted Moses, parle de lui comme un frère, jusqu'à la toute fin. La vision de l'indépendance du Québec, c'est une vision de libération des peuples, du droit à l'autodétermination des peuples. Nous en sommes un, et nous sommes très conscients qu'il y a d'autres nations qu'on côtoie, et notre espoir, c'est qu'en cassant le régime canadien, en cassant la loi sur les Indiens, nous instaurerons un régime où des nations se côtoient dans le respect, dans l'amitié, puis dans des relations qui sont gagnant-gagnant. C'est en fait notre seul espoir. C'est notre seul espoir. Il parlait, Bernard Landry, de mettre fin au colonialisme canadien envers les Autochtones. Bien, aujourd'hui, on est encore devant un problème de colonialisme canadien envers les Autochtones. Puis on ne doit pas lâcher le morceau. Puis Bernard Landry, en réussissant la paix des braves, nous a montré que nos relations avec les Autochtones pouvaient faire des avancées et qu'on pouvait être des frères. Et c'est ça qu'il faut continuer
à poursuivre comme objectif parce que c'est en nous, ça fait partie de notre famille politique. Et ça, c'est grâce à Bernard Landry, je veux le souligner, parce que ce sera déterminant dans notre action politique au cours des prochaines années. Malheureusement, comme je vous le dis, la loi sur les Indiens, elle existe toujours. Et donc, le travail n'est pas fini. Donc, encore une fois, c'est Bernard Landry qui nous tend un flambeau. Même chose, dernier commentaire sur les Néo-Québécois, les Québécois d'accueil. Il y avait dans Bernard aussi beaucoup de disponibilité pour tous les Québécois. Puis ça aussi, il faut le reprendre. Puis il y avoir toutes sortes de discussions sur la langue française, l'intégration en français ou en anglais, les seuils. Mais au final, la vision d'un Québec indépendant, c'est que le lendemain de l'indépendance, nous serons tous Québécois à part égale et on ne sera plus pris dans le multiculturalisme canadien qui nous classe par couleur de peau ou par religion. On va tous être Québécois à part égale. Bernard Landry, par ses actions, par sa disponibilité envers tous les Québécois, peu importe leurs origines, nous rappelait que c'est ça notre projet. Ça aussi, je pense qu'on doit s'en inspirer aujourd'hui. Donc, en conclusion, je veux vous remercier de faire ce que vous faites, vous rappeler que ça dépasse de loin la statue elle-même, mais c'est le transfert d'une mission et que ces statuts-là ont un impact déterminant sur la suite des choses parce qu'on reconnaît que les personnes qui ont fait les bonnes choses, c'est des gens comme Bernard Landry. Donc, il va falloir donner raison à ces gens-là un jour en se disant oui. C'est ça qu'on est en train de faire lorsqu'on réussit à atteindre la cible au niveau monétaire, puis qu'on arrive à faire ce bronze-là. Puis, je termine en vous disant que le patriote de Verchères est toujours vivant d'une certaine manière quand je vous parle de toutes ces missions-là à accomplir. Enthousiasme, persévérance, absence de compromis sur l'objectif et générosité. Moi, je pense qu'il faut s'inspirer de tout ça au cours des prochaines années. On va avoir besoin de ces valeurs-là parce que c'est maintenant que ça compte. Donc, je vous remercie d'être nombreux. Je vous remercie d'être généreux et continuons ensemble cette lutte, ce projet qui est légitime et si important à nos yeux, celui de l'indépendance du Québec. Merci. On l'a fait, mais il ne faut pas se cacher que quand c'est le Parti québécois, c'est rare qu'on obtient le bénéfice de nos accomplissements. Et on est devant également un contexte de polarisation assez palpable sur tous les enjeux, notamment celui-là. D'ailleurs, on parlait de sondage, mais les échanges des dernières semaines, très, très acrimonieux, alors qu'on serait vraiment, on devrait être en train de parler d'avancées comme celle-là, comment on peut s'y prendre pour en avoir d'autres. On est dans un contexte très polarisé où l'approche plus traditionnelle du Parti québécois de faire un progrès est mise de côté. Ça ne veut pas dire qu'on a tort. Donc, on va revenir à la charge sur une approche qui nous donne espoir qu'on peut avancer au lieu de polariser et tenter d'obtenir, oui, de la visibilité, mais en décourageant tout le monde parce que les gens concluent qu'à part de la chicane, il n'y a rien qui peut avancer. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire au cours des prochaines semaines. Puis, je vais faire un suivi avec les CRI lors de notre passage en Abitibi. Est-ce qu'il y avait des points, n'importe quoi? Oui. Oui. Marie-Vic. On ne prendra pas de décision à l'avance sur des partiels parce que la décision, moi je suis toujours disponible pour aller n'importe où pour le parti. Tu sais, nous, ce n'est pas une décision personnelle. Là. Nous, on sert. Mais on ne prendra pas à l'avance, on ne s'engagera pas à l'avance dans des décisions pour lesquelles on n'a pas toutes les variables, non seulement électorales, mais les variables pour le parti, c'est-à-dire où veut-on mettre nos ressources, qu'est-ce qui se passe à d'autres égards, quelle est l'actuelle. Il arrive tellement de choses en politique. Il ne faut jamais faire de politique fiction. Il faut toujours attendre d'avoir en main tous les faits et prendre la décision uniquement en fonction de l'intérêt de notre cause, de l'intérêt du parti. Donc, tu sais, si vous avez une crainte que j'ai peur de me présenter à une place ou à une autre, moi, je vais aller n'importe où je fais avancer le Parti québécois. Par contre, la décision, elle appartient au parti dans son ensemble en fonction de l'intérêt du parti. Et on est dans des circonstances complètement abracadabrantes qui changent constamment. Donc, on ne s'engagera pas dans une voie avant que cette hypothèse-là se matérialise. Il y a toutes sortes aussi de questions très bizarres, comme par exemple, normalement,
les chefs de parti se voient donner les sièges. François Legault s'est fait offrir par Pauline Marois un siège alors qu'il était chef mais non élu. C'est une tradition de longue date. À date, la CAQ semble ne pas vouloir suivre cette tradition-là. Il y a plein de variables. Il y a plein de points d'interrogation. Mais il y a un engagement sur lequel je ne plierai pas et je ne changerai jamais d'avis. Je me suis engagé dans une course à la chefferie à être un chef extra-parlementaire sur le terrain, à faire des cégeps, des universités, des hôtels de ville, des médias, des poignées de main. Je n'ai pas pu le faire dans les premiers mois parce qu'il y avait une pandémie, mais regardez-moi bien, suivez mon Facebook, là. Vous allez voir, là, je suis une vraie balle de ping-pong. Je suis aux quatre coins du pays. J'étais aux quatre coins du Québec constamment. Et ça, c'est un engagement sur lequel je ne veux absolument pas reculer parce que rebâtir le camp du oui, c'est s'afficher, oui, avec des pancartes, mais c'est également rencontrer, parler. Il y a de l'humain qui nous a manqué dans les dernières années et pour lequel l'histoire du Parti québécois et l'histoire de l'indépendance, c'est une histoire d'amour. Sans amour, sans humanité, il n'y a pas d'espoir. Donc, comme chef, il y a un de mes engagements sur lequel je ne reculerai jamais, celui de faire une tournée de reconstruction où est-ce qu'on parle, on écoute. J'ai cette énergie-là, j'ai cette disponibilité-là. Je ne suis pas tenu d'être en commission parlementaire ou être au Salon Bleu. Il y a de quoi là. Il y a une raison d'ailleurs pour laquelle Pauline Marois a tout fait pour essayer de rentrer François Legault alors qu'il fondait la CAQ. Ça a été le cas pour d'autres politiciens. Il y a un avantage à pouvoir être libre, pas juste sur le plan du pays, mais sur le plan de mon temps. Donc, attendez-vous à me voir beaucoup sur le terrain prochainement. Alors, je vous remercie d'être venu. Si jamais il y en a qui voudraient des pancartes, j'en ai 3 à l'extérieur, j'en ai ici. Là. Je sais que Kathleen m'en a demandé une, M. Dutel m'en a demandé une. Vous viendrez me voir, puis ils sont là. Moi, j'en ai trop. J'en ai déjà tout mon balcon, fait que j'ai plus de place à les mettre. Mais sur la petite rue Gastineau, ça n'a pas un impact tant que ça. Petite anecdote. Il y en a une qui a une éolienne dessus, okay, parce qu'on veut un pays vert. Je l'ai mis sur ma rampe. Il y a un monsieur qui vient cogner chez nous. Il me dit « J'ai vu votre pancarte. » Wow! Hey, puis moi, c'est une petite rue de rien. Là, j'étais tout fier. Et il dit « Je voudrais m'en installer une. Pas de problème. Je peux vous en donner une même. » Et il dit « Ben, comment vous vendez ça? » Ben, je dis « Ils sont 15 $. Et il dit « Hein? » Lui, il pensait que j'étais représentant en éolienne. Alors, ça va être un discours, d'abord, je manque un peu de voix, un discours totalement improvisé, comme vous pouvez l'imaginer, mais je vais très brièvement vous partager mes rencontres avec Bernard Landry, puisque c'est le premier ministre du Québec que j'ai le mieux connu à ma petite échelle. Et ma mère s'est impliquée, et mon père aussi, en 1976 dans le comté de Fabre, à Laval. M. Landry était venu chez nous, donc j'ai un souvenir, alors que j'étais enfant, de M. Landry dans le salon chez nous, qui avait évidemment fait une forte impression. Et ensuite, j'avais distribué des dépliants à son effigie dans le comté, réquisitionnés par ma mère et avec mon frère plus jeune. Ensuite, mon père m'avait amené en 81. On avait perdu le référendum. Je me souviens aussi du référendum. Mais M. Landry, en 81, avait été réélu dans Fabre. Et ensuite, j'ai été étudiant de M. Landry à l'ENAP, dernier cours qu'il a donné avant son retour en politique avec M. Parizeau. Donc ça, c'était en 94, où là, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur pendant une session, où évidemment, il m'a fait une très forte impression. J'ai eu la chance d'avoir sa femme également, Monique Landry, feu Monique Landry, sa première femme, je devrais dire. Pardon, Lorraine, oui, merci. Lorraine. Alors, et ensuite, je suis allé étudier à Genève, où j'ai fait une maîtrise et un doctorat en relations internationales. Et M. Landry m'a fait une lettre de recommandation qui, je suis sûr, ne m'a pas nui du tout.
Donc, puisqu'il était vice-premier ministre, j'avais obtenu une audience. Et par hasard, j'étais stagiaire au ministère des Relations internationales, où j'ai eu la chance de croiser monsieur Dutel, ici présent, pour la première fois de ma vie, qui m'a fait une très forte impression, d'ailleurs. Et on préparait une visite de M. Landry au Mexique, et il nous disait... Le succès se mesure dans le nombre de votes que M. Landry va obtenir suite à cette visite. Alors, je me disais, il va vraiment falloir travailler très fort pour que cette visite soit vraiment très réussie. Alors, je ne sais pas si on a eu des votes, mais en tout cas, la visite avait bien sorti. Oui, et puis, il faut vous dire le contexte, c'était juste avant le référendum. M. Landry était ministre des Affaires internationales et on avait réussi à faire dire à un ministre mexicain que on avait tiré l'interprétation, mais si le oui gagnait, bien, le Mexique allait en prendre acte. Enfin, ce n'était pas dit tout à fait comme ça, mais on l'avait spiné comme ça, et c'est comme ça que ça avait sorti ici. Et donc, mission accomplie, du moins, j'espère. Mais moi, j'étais un modeste stagiaire. J'avais fait une petite contribution à ça durant mon séjour. Et bref, au ministère, et j'avais eu donc cette lettre de recommandation de M. Landry, qui m'a ensuite aidé aussi lorsque j'écrivais mon premier livre, Relations particulières, la France face au Québec après De Gaulle. Alors, M. Landry, j'avais réussi à le rencontrer, m'avait fait part de son témoignage off the record, là, je pense que je peux dire aujourd'hui, et ça m'avait beaucoup aidé, me donnant des informations extrêmement intéressantes pour ce livre. Et donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de venir apporter ma présence à ce mémorial très important pour ce grand patriote. Et moi aussi, j'ai retenu cette citation de la souveraineté, ni à gauche, ni à droite, mais en avant, et je le reprends à mon tour. Merci. Moi, je pense que la question de l'importance des cégeps anglophones, qui est trop grande à mon sens, est une question tout à fait pertinente. Et là, la CAQ n'a pas amené la bonne réponse à cette question. Et puis là, il y a une chose qui ressort grâce au livre de Frédéric Lacroix. Est-ce qu'il est déjà sorti en bibliothèque ou en librairie, pardon, ou va-t-il sortir? Et je pense qu'il sort dans quelques jours. Il y a déjà des entrevues que Frédéric Lacroix est donc quelqu'un qui est devenu en quelque sorte un spécialiste de la question du français. Et il attire l'attention dans son prochain livre, de ce que j'en comprends, sur toute la question des étudiants étrangers. Et ça, c'est au niveau des universités. Il y a tout un pan de l'éducation supérieure, évidemment les cégeps anglophones, mais aussi le HEC et des institutions francophones qui vivent avec des étudiants étrangers qui viennent étudier en anglais au Québec. Alors, moi, je pense que c'est une question extrêmement importante. Et les mesures que la CAQ nous propose sont des mesures, évidemment, tout à fait insuffisantes. Voilà. Alors, je vous remercie d'être venu. Si vous voulez nous aider un petit peu, bien, juste à ramener vos chaises sur le bord du mur, ça nous aiderait. Puis, je suis vraiment content que vous soyez venus. Ça nous donne de l'énergie pour l'année qui s'en vient. Puis, on va en organiser d'autres événements comme ça. Merci.